Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Assurer la stabilité de l'autorité traditionnelle à travers toute l'étendue de la RDC, un document a été produit à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières pour surtout taire les conflits liés aux us et coutumes. L'agriculture, les sols congolais est riche pour produire suffisamment et nourrir autant de bouches, mais dans l'opinion, particulièrement dans de grandes villes dont Kinshasa, la population n'a pas encore vraiment intégré cette réalité. Un cas d'école avec le chou qui rapporte de l'argent et aider, ça existe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a lancé aujourd'hui, mardi 13 août 2024, à partir de Kinshasa, toutes les activités et entrer à la vulgarisation du contenu du livre qui table sur la politique nationale de prévention, mais aussi de règlement de conflits communautaires et coutumiers en République démocratique du Congo. La suite avec Patricia Bassois. Cette politique nationale, dont l'économie a été présentée devant les autorités de tutelle, vise l'amélioration de conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières, ainsi que la réduction de conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en République démocratique du Congo. C'est une première au sein de cette administration. Produire un document d'une si grande importance qui reprend la politique nationale des affaires coutumières. Aussi, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prévoit en son deuxième axe la protection du territoire national et la sécurisation de personnes et leurs biens. Occasion pour le vice-premier ministre Chabani Loko de mettre les bouchées doubles pour parvenir à l'appropriation totale de cette politique par toutes les parties prenantes, composées principalement de populations et animateurs des entités coutumières, des organisations de la société civile, les médias, ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. Le processus de son élaboration ayant pris fin en 2023, avec l'approbation du document de politique nationale sanctionné par un arrêté ministériel signé le 19 novembre 2023, la vulgarisation de ce cadre programmatique inaugure bien entendu le processus de la mise en œuvre de la politique nationale des affaires coutumières. Le chef de la territoriale nationale a par ailleurs invité les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et promotion afin de procurer cette politique les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour sa part, le secrétaire général aux affaires coutumières a sollicité au gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-ministre des Affaires coutumières, Mohamed Ndézé Jean-Baptiste, la consolidation de ce partenariat important jusqu'à la mise en œuvre effective de la politique nationale des préventions et des règlements de conflits communautaires et coutumiers. Les députés nationaux Modéron Timba, élu député national autrefois pour le compte de la province du Congo central et ancien ministre au niveau du gouvernement central pour le tourisme sous Sama Lukonde II, vient de quitter cette soirée même la prison centrale de Makala pour être assigné en résidence surveillée après 5 mois de détention. La recherche de la paix, encore la paix dans la République démocratique du Congo et surtout ici dans la partie orientale du pays. Les efforts se multiplient, pas seulement à Luanda, mais aussi à Kinshasa où le président angolais Joao Lourenço a effectué le déplacement pour rencontrer son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et discuter de ce qui devra être fait pour ramener la paix véritable dans toute la République démocratique du Congo et particulièrement dans l'est du pays. On fait le point avec la presse présidentielle. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne.
Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, Joao Lorenzo a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Et nous restons au sommet de l'État pour vous dire que le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé une série d'ordonnances présidentielles dont la teneur a été dévoilée sur les antennes de la radio-télévision nationale RTNC par sa porte-parole Tina Salama. La première ordonnance présidentielle a porté sur la création au sein de l'Agence nationale de renseignement ANER d'un département d'intelligence économique et financière. La deuxième ordonnance a porté sur les nominations au sein de l'ANER, Agence nationale de renseignement. Et voici donc la liste complète de ceux des Congolais qui ont été nommés. Administrateur général adjoint, Kalamba Impoy Joseph, Louis Mwenze, administrateur principal chef du département service intérieur. Augustin Ntumba, administrateur principal chef de département service extérieur. Philomon Mambabois, administrateur principal chef de département d'appui. Alex Kabouya, chef du département intelligence économique et financière, et ils vont travailler avec le numéro 1 de l'ANER, Agence nationale de renseignement, M. Inzon Kakek. La session extraordinaire au Sénat a été clôturée hier, 12 août 2024, avec le passage de flambeau entre le bureau d'âge et à l'issue donc de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, dirigé désormais par Samalou Konde Kienge Jean-Michel. Et on revient sur ce qu'a été ces grands événements avec Rafat Kachunga. Les sénateurs ont élu lundi 12 août 2024 le 7 membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À la présidence du bureau, Samalou Konde du regroupement politique Agissons et Bâtissons Abbé a battu son challenger Jonas Mokamba du regroupement politique Force politique et sociale alliée à l'IDPS FPAU. De son côté, candidat unique à son poste, Kalalawaka Lala José du regroupement politique Alliance de Valeurs avait été élu premier vice-président. Bati Lukwebo de la FDC a été élu au poste du deuxième vice-président, abattant ses collègues Estache Mouazi Mobembe du regroupement politique AVK 2018 et les candidats indépendants Corneille Isenge Nelo Boka.
Au poste de rapporteur, sorti en tête au premier tour, le sénateur Justin Kalumba du regroupement politique Alliance pour l'avènement du Congo prospère et grand s'est retiré au profit de sa collègue Nefertiti Ngundianza du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. À la suite du dynamique constaté dans la composition du bureau définitif qui courait les risques de ne pas avoir une femme à son sein. Par ailleurs, le poste de rapporteur adjoint, l'unique poste réservé à l'opposition dans les bureaux définitifs, revient à Jean-Claude Baïndé, qui a battu Salomon Kalonda Dela de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au niveau de la questure, après le second tour, Kabongo Mokengeshai, top 1 du regroupement politique à 3, a battu Moïse Ekoumulongo. Au poste de questeur, adjoint l'ancien vice-ministre du plan et cadre de regroupement politique Alliance 24, Pascal Omana a été élu au détriment d'Isabelle Kabamba Oumba du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il ressort de ces nouveaux bureaux définitifs ce qui suit. Sur les 6 membres du ticket présenté par la plateforme politique Union Sacrée de la Nation, 4 seulement ont été élus et les 2 autres, bien qu'étant de la majorité parlementaire, n'ont pas été portés par l'Union Sacrée de la Nation. C'est le cas du Mouvement de libération du Congo MLC qui avait aligné Françoise Bemba au poste de rapporteur. Après le vote, le président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo, a passé les bâtons de commandement à Sama Lokonde qui a succédé officiellement à Bati Lokwebo comme président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'élection et installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte depuis mai dernier par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Avec l'installation du bureau définitif du Sénat, les institutions du pays issues du 4e cycle électoral affichent désormais complet. Et lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe, a co-animé hier avec le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, un briefing au niveau de la RTNC, axé essentiellement sur les décisions prises pour aider les familles moyennes à accéder aux biens de grande consommation. Il s'agit notamment de 9 produits, principalement le riz, le lait, le sucre, la viande, le poulet et le poisson salé. On revient sur ces images de Sylvain Kapombobo Sengele. Les 2 ministres sont revenus sur les mesures prises contre la vie chère lors du Conseil des ministres du vendredi 9 août 2024. Les produits concernés par ces mesures sont les suivants: les maïs, les poissons salés, l'huile, les sucres, les laits, les riz, les poulets et la viande. Ces 2 membres du gouvernement ont évoqué la question liée aux spéculateurs qui risquent des sanctions sévères, en plus de ce que pensent faire les gouvernements pour alléger la peine du ménage vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lutter contre la cherté de la vie, Moukoko Samba a parlé de la réduction de 50% des droits de douane. Sur la redevance rémunératoire informatique, il a été décidé de réduire de 25% la valeur CIF. Un décret doit être pris par Judith Souminois Toulouka pour la suppression d'un certain nombre d'exigences autrefois dues à l'État pour faciliter l'acquisition de 9 produits de grande consommation cités si haut. Le gouvernement souminois va en guerre contre les réseaux à la base des tracasseries dans les entités provinciales. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a annoncé par exemple des sanctions à l'encontre des autorités locales, la police, qui exige parfois une série de barrières sur la route à caractère national pour entretenir la tracasserie en défaveur des Congolais. Autant seront expulsés, a-t-il dit, du sol congolais tout étranger qui va vouloir s'enrichir sur le dos des Congolais. Joseph Itela Ilondo, directeur général de l'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite, Metelsat en sigle, a été déclaré coupable de faute de gestion par la Cour de compte pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de l'ordre de 5 200 $ américains. Joseph Itela Ilondo, DG de la Metelsat, a été donc condamné par la Cour de compte et a payé une amende de l'ordre de 27 millions de francs congolais. Produit de consommation directe et courante, le chou abonde actuellement plusieurs marchés de la ville de Kinshasa et son impact gastronomique est observable dans les achats et ventes enregistrés pour ce mois d'août 2024. Son écoulement rapide
procure de méga bénéfices à ceux qui cultivent ces légumes. Fofana Mokoubi nous en dit plus. Riche en vitamines K et B6, en fibres et du manganèse et calcium, le chou est actuellement parmi les légumes les plus prisés de ménages quinois. Beaucoup de gens préfèrent les consommer avec le feuille de manioc, dont de fait pour assaisonner le buffet. Et on les prépare également avec de la viande, des poissons fumés ou salés, ou encore avec la pâte d'arachide. Cette dame s'appelle Nilas Mengi. Elle a établi son petit cadre de vente au marché Kavunzu dans la commune d'Engalema. Pour bien faire son commerce de choux, elle tient compte de certains aspects pour fixer les prix. La Mbimba, c'est 2500, de 3000 francs. La moins moyenne, elle Si quelqu'un veut en faire du buffet, une boule revient à 2500 francs ou à 3000. Ces morceaux coûtent 1500 francs. Nous le découpons pour vendre à ceux qui veulent le faire accompagner de feuilles de manioc. 2500, 2000 francs, 500 francs, 1000 francs. En ce mois d'août, elle s'est satisfaite de ces réalisations de vente qui lui ont procuré un grand bénéfice, nous dit-elle. Il y a du bénéfice ici. Si je l'achète à 10 000 francs, je gagne 15 000 francs. Il arrive aussi de fois que je gagne 35 000 à 40 000 après l'avoir acheté à 20 000 francs congolais. 20 000, j'ai bénéfice à 35 000, un souper, soit 40 000. Pour sa culture, les choux nécessitent beaucoup d'eau et une terre fertile. Sa consommation au quotidien permet de réduire le taux de cholestérol dans l'organisme, de régulariser la glycémie et de prévenir plusieurs autres maladies. Sa récolte s'étale du mois d'avril à celui d'octobre. Les taxis motos constituent une réponse au manque criant de transports urbains adaptés à la démographie dans plusieurs villes, grandes villes africaines. C'est aussi un cinquième pouvoir, estime Marie-Francine Ndongmo, artiste visuelle camerounaise de passage récemment à Kinshasa lors du 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Elle a déclaré que ces conducteurs de mototaxi peuvent aussi parfois influencer le pouvoir public en place. Félix Patrick Abeli. Le phénomène taxi-moto a pris de l'ampleur inédite dans la plupart des villes africaines. Ces transports urbains dits informels s'offrent comme une alternative à l'absence des transports en commun permettant aux citadins d'avoir accès aux services, au commerce et se maintenir en ville. Les enjeux et les paradoxes qui tournent autour des mototaxis, qui sont des facteurs liés en même temps à la liberté et aux crises et aux risques, en même temps de la souffrance et le progrès. En fait, c'est ambivalent en même temps. Et je voulais aussi rappeler que c'est quand même un élément très important de notre patrimoine culturel contemporain qu'il faut bien immortaliser pour les générations à venir. Au-delà de la question du déplacement et du transport, les taxis-motos ont créé un nouveau type d'espace public devenu pour les chercheurs un lieu privilégié d'observation des rapports sociaux et une caisse de résonance de premier plan pour les mouvements politiques. Dans la hiérarchisation des pouvoirs, on a d'abord les trois pouvoirs étatiques, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Chez nous au Cameroun, c'est un métier qui a le pouvoir. Les mototaximens ont une forme de solidarité qui peut les amener à prendre des décisions allant dans le sens de déstabiliser par exemple un pays. Ils peuvent le faire parce que quand ils se mettent en synergie, ils bafouent souvent les lois des policiers. Il y a parfois les points les axes de contrôle. Ils arrivent, ils chassent les policiers et puis il n'y a plus de contrôle. Voilà. Et ils sont aussi souvent utilisés par les hommes politiques. Les taxis-motos, une réponse à la crise africaine des transports urbains, oui, mais dans la plupart des villes africaines sont confrontées à plusieurs problèmes de transport urbain, notamment dû à l'étalement urbain, dont la principale caractéristique est ici de la formation importante des zones périurbaines où prédomine l'habitat informel. À cela s'ajoute l'absence d'infrastructures de services publics et surtout des transports publics efficaces. C'est pourquoi l'on assiste ces dernières années à une nouvelle spatialisation des modes de transport populaires qui joue un rôle de régulateur dans la desserte de la ville et dont le développement
contribuent à la recomposition de l'espace urbain. Ils se sont substitués au transport public en se développant de manière plus ou moins spontanée pour répondre à une demande qui, du reste, non satisfaite. Un drone de l'armée ougandaise est tombé sur le sol de la République démocratique du Congo. Il a été retrouvé par la population et celle-ci a vite alerté la police pour récupérer l'épave. Les enquêtes sont ouvertes pour en savoir un peu plus et ça se passe dans les territoires de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Uturi. Suivez ce reportage signé pour vous par Ben Limboa. C'est un drone militaire de reconnaissance. Nous avons récupéré ça, comme je vous avais dit. L'avion, certainement, cet appareil a 3 parties. Et nous avons récupéré le tout. Et nos experts sont en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour en savoir plus. Vous savez, c'était pour quelle mission? Et que si on peut même parler que les autres pensent que c'est pour l'UPDF, ça entre dans le cadre de la mutualisation de forces. Mais avant tout mouvement comme la MONUSCO les fait, la MONUSCO nous informe de tout le mouvement de leur drone, mais ce n'était pas le cas. Et donc là, il faut que nous puissions réfléchir et surtout ce qui se passe au niveau de Tchomia et Kasseni où nous observons qu'il y a une nécessité d'approfondir les enquêtes pour dénicher, de masquer ceux-là que nous pensions d'ailleurs parce que nous avons connu des problèmes au bord du lac Albert. Nous pensons qu'il y a nécessité d'approfondir les enquêtes pour dénicher ceux-là qui pensent collaborer avec nos ennemis pour venir déstabiliser la province. Nous disons à la population de ne pas avoir peur, de continuer à collaborer avec les forces armées. C'est cette population-là qui a alerté et elle s'est rendue même sur place. Cela montre que la population est soudée avec son armée pour faire face à toute velléité d'attaquer l'Ituri, de déstabiliser l'Ituri. Et ça, c'est un grand message que la population, derrière le lieutenant-général Luboya, lance le message à tous ceux-là qui pensent que avec des tactiques ou des techniques qui peuvent venir aujourd'hui déstabiliser la province. Ça ne va pas se passer parce que la population est derrière son armée, elle est vigilante, elle continue à collaborer avec son armée. La deuxième journée de formation et de sensibilisation anti-corruption organisée par l'OCEP a été marquée par les exposés sur notamment les stratégies, les projets et les approches préventives dans les combats pour l'éradication de la corruption sous toutes ses formes ici en République démocratique du Congo. On découvre l'ensemble avec Polydor Patrick Ngaziem. Pour la deuxième journée de la semaine de formation et de sensibilisation anti-corruption organisée par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, les experts des structures spécialisées dans la lutte contre la corruption ont tout d'abord suivi la restitution des travaux de la première journée avant d'être édifiés sur les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte en RDC, plus particulièrement sur les enjeux, les contraintes et les perspectives dans une présentation du secrétaire exécutif de la Ligue congolaise contre la corruption. En RDC, nous n'avons pas la loi qui protège ces lanceurs d'alerte. Vous avez suivi, il y a eu beaucoup de cas dont les citoyens ont dénoncé, il y a eu beaucoup de cas dont les agents de l'État ont dénoncé. Malheureusement, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là il y a eu des représailles contre ces personnes. Nous sommes en train de raisonner comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir une telle loi. Il faudrait que nous puissions avoir des alliances avec certains services de l'État. Donc par exemple les parquets. La promotion du genre est un élément déterminant dans la lutte contre la corruption. Il est en effet un levier et une stratégie efficace à travers la promotion de l'égalité des sexes, raison pour laquelle l'experte indépendante Passi Palama recommande l'analyse genre et la collecte des données sur la corruption comme une des stratégies de lutte contre ce fléau. Lutte qui nécessite le réveil de la conscience collective et surtout une synergie des actions menées par les acteurs, dont le PNUD qui apporte un appui notable au gouvernement congolais. À ce stade, nous travaillons avec tous les organes d'enquête, d'audit et de répression pour leur permettre d'avoir suffisamment de ressources techniques, matérielles, pouvant leur permettre de réprimer les faits de corruption. Le PNUD contribue aussi en apportant une offre digitalisée ou numérique pouvant permettre aux acteurs publics
d'avoir des outils nécessaires pour suffisamment diminuer la manipulation du cash dans la gestion de la chose publique. La RDC dispose d'un cadre légal contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, elle doit le compléter et le renforcer de manière à prendre en compte les multiples formes de la corruption. L'humanité célèbre le 12 août de chaque année la journée internationale de la jeunesse. C'était hier. Et une manière pour les Nations Unies d'inciter les gouvernements de la planète à plus d'actions en faveur de la jeunesse. À Brazzaville, au pays du président Denis Sassou Nguesso, l'exécutif national, bien sûr avec les autres structures du système des Nations Unies, ont organisé des concerts pour célébrer cette journée, bien sûr, en compagnie des jeunes. On fait le point sur place à Brazza avec Darch Ngolo. C'est une journée à multiples facettes. Il s'agit entre autres de promouvoir et de développer au mieux la conscience des jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondiale en faveur de cette couche juvénile. Depuis l'officialisation de la dite journée, en République du Congo, plusieurs actions sont menées sur divers domaines, notamment de l'éducation, l'emploi, la famine, la pauvreté et bien entendu la santé et l'environnement. Mais il faut retenir que beaucoup reste à faire. Chers jeunes, l'amélioration de votre employabilité requiert l'acquisition de nouvelles compétences. C'est pourquoi, depuis le mois de février, le gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF, a opérationnalisé des laboratoires d'apprentissage numérique à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, dans le cadre du renforcement du système éducatif par le développement de l'apprentissage numérique. Dans la vision de permettre aux jeunes de saisir les opportunités de leur participation au développement national, surtout inclusif, le PNUD, en partenariat avec l'exécutif, a mis en œuvre un projet d'appui à l'intégration de la jeunesse pour la période 2022-2026. Le Bureau des Nations Unies pour la jeunesse et l'ensemble de la famille des Nations Unies seront là pour épauler et défendre les jeunes pour l'humanité tout entière. La célébration de cette journée demeure engagée pour les agences du système des Nations Unies en raison de ces multiples initiatives en faveur de cette couche juvénile. La Fédération de Karaté Alliance Kyokushin-Ryu a organisé le dimanche dernier la cérémonie de passation de ceinture noire à 5 de ses athlètes. La dite fédération sollicite le soutien du gouvernement central pour promouvoir cette discipline sportive autant que le sport roi, j'ai dit le football. Sylvain Kapombo Bosengele. Ils sont aguerris et peuvent désormais représenter dans différentes compétitions la Fédération de Karaté Alliance Kyokushin-Ryu, qui dirige Sensei Kawakawa Asumani Doudou, ceinture noire 3e dan. 5 athlètes sur 8 ont porté la ceinture noire après une période d'initiation d'1 année et 8 mois et les premiers tests pratiques qu'ils ont passés devant les différentes autorités de la fédération. La cérémonie de passation des ceintures s'est déroulée dimanche 11 août 2024 au dojo Decathlon à Kinshasa. Il était question d'actualiser le ceinture noire qui existait déjà, mais éventuellement le passage de certaines ceintures marronnes à la catégorie noire. Donc c'est un événement aussi important qui relance la reprise des activités pour que les choses prennent de l'ampleur comme il se doit. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas vraiment Achabiso vraiment maboko. Et l'ongona ministre sport et nabakondi mususu. Il faut dire que cette cérémonie était également l'homologation des anciennes ceintures noires pour l'obtention de leur diplôme de karaté Kyokushin-Ryu. Nous allons à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Pascal Lokolo. Bonsoir. Les colonnes des journaux parus ce matin à Kinshasa reviennent sur la victoire de Samalou Kondé au Sénat. Ouvrons avec Forum des As qui titre Sénat, Samalou Kondé le triomphe. C'est fait, le sénateur Jean-Michel Samalou Kondé est élu président de la Chambre haute du Parlement. C'était à l'issue de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat
qui a eu lieu lundi 12 août 2024. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, Sama a obtenu 84 voix devant le sénateur Mukamba Kadiantanzemba qui n'aura obtenu que 9 voix. Cette élection de l'ex-premier ministre au perchoir du Sénat met fin à un long périple parsemé de plusieurs embûches. C'est donc un motif de soulagement et de satisfaction pour les candidats qui dit placer son mandat à la tête du Sénat sous les lignes de l'unité, la paix et la cohésion selon la vision du chef de l'État pour un Sénat efficace, moderne et accessible. Revenons sur le limogeage d'Augustin Kabouya de ses fonctions du secrétaire général de l'UDPS. Le journal Oraga écrit André Mbata, le Judas démasqué par Kazadi et Asselo. Les journaux rapportaient que le parti présidentiel est secoué par un affrontement sans précédent entre les partisans de l'actuel secrétaire général Augustin Kabouya et une faction rebelle menée notamment par les députés André Mbata. Ce transfuge de l'UNC, un homme dont l'amertume semble rivaliser avec son ingratitude, s'est illustré par des attaques virulentes contre son chef hiérarchique, apparemment animé par des rancures personnelles plutôt que par un véritable souci du bien commun. Changeant de sujet, le journal écrit « La RDC candidate au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité de l'ONU ». Les quotidiens précisent que c'est la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba qui l'a annoncé au cours du Conseil des ministres présidé vendredi 9 août à Kinshasa par le président Tshisekedi. Tour de la paix dans l'est de la RDC en visite de travail à Kinshasa. Les processus de Luanda ainsi que le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet dernier étaient au centre de leurs échanges. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont présidé une séance élargie à leurs proches collaborateurs. Ils ont exprimé leur attachement ferme pour le respect de cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août dernier. Et voilà tout pour la revue de presse. Bonsoir. Ce journal va se clôturer, mesdames et messieurs, mais bien avant, voici le rappel de titre. Assurer la stabilité de l'autorité traditionnelle à travers toute l'étendue de la RDC, un document a été produit à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières pour surtout taire les conflits liés aux us et coutumes. L'agriculture, le sol congolais est riche pour produire suffisamment et nourrir autant de bouches, mais dans l'opinion, particulièrement dans de grandes villes dont Kinshasa, la population n'a pas encore vraiment intégré cette réalité. Un cas d'école avec le chou qui rapporte de l'argent et aider, ça existe. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos maisons et au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, la République démocratique du Congo va organiser le 22e forum de l'Agora. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces numéros. Comme annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo a de la plus belle manière arraché l'organisation du 22e forum de l'Agora, forum qui instaure les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique subsaharienne. Cela a été rendu possible grâce à la stratégie activée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est un reportage signé pour vous par Eric Izami. Tel un bon soldat qui va au front et fait gagner son équipe,
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, est de cette race. Ici, il est revenu rendre compte à la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, que la RDC va organiser en 2025 la 22e édition du Forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique subsaharienne, Forum AGOA à Kinshasa. La RDC mise sur 21 filières du secteur agricole et 5 du domaine minier pour les échanges commerciaux, et la stratégie mise en place par la première ministre Judith Suminwa Tuluka va payer. Ainsi donc, les partenaires américains et les partenaires congolais vont devoir établir une sorte de cadre de collaboration dans les secteurs que nous avons définis, parce que je suis allé avec la stratégie nationale AGOA qui définit 21 filières du secteur agricole et 5 filières du secteur minier qui vont faire l'objet des échanges entre les secteurs américains et les secteurs congolais. Après son retrait en 2010, la RDC a réintégré en 2020 le Forum AGOA et estime que le volume d'échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique pourra quitter de 600 millions de dollars américains à 3 milliards. Notre réintégration au sein de l'AGOA en 2020 va nous permettre de passer de 600 millions à 3 milliards de dollars comme volume des échanges entre la RDC et les États-Unis, ce qui va renforcer notre balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les importations et les exportations. Sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, une séance de travail doit être organisée avec tous les partenaires de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour renverser la donne, plus exporter que d'importer. Parce que lorsqu'on importe beaucoup de biens, c'est la sortie des devises qui fragilise notre économie. Kinshasa a-t-elle à ce jour la capacité d'accueillir un tel événement? La ville de Kinshasa a plus de 5 hôtels 5 étoiles avec la capacité de plus de 1000 chambres VIP. C'est déjà important parce que le nombre de personnes qui vont loger à Kinshasa se situe autour de 1000 personnes. Nous avons un aéroport qui en fait accueille 10 compagnies aériennes. Ça veut dire que le transport vers Kinshasa ne va pas poser problème. Nous avons des espaces touristiques. Je crois que les gens vont découvrir l'un des plus grands fleuves du monde, qui est le fleuve Congo, avec un débit de 50 000 mètres cubes d'eau par seconde. Au-delà de cela, nous prévoyons faire visiter les participants à certaines provinces qui sont considérées comme des provinces touristiques. La stratégie développée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka a permis à la RDC de rafler l'organisation de cette rencontre du monde de commerce extérieur face à 3 pays africains, le Rwanda, l'île Maurice et le Nigeria. À quelques jours de la rentrée scolaire, les fournitures scolaires sont revues à la hausse, contrairement aux années précédentes. Si les commerçants peinent à bien écouler leurs marchandises, les parents, eux, s'inquiètent des préparatifs de la rentrée scolaire suite à l'augmentation des prix sur le marché. C'est un reportage signé pour vous par Elohim Finda et Jusen Belibeli. Cahiers, livres, sacs et autres objets classiques traînent encore sur les étalages des fournitures scolaires sur les différents marchés de Kinshasa. Au marché Zando, la vente n'est pas au rendez-vous. Alors que la rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre prochain, cette situation inquiète de nombreux commerçants, causée à la suite de la majoration des prix des objets classiques. Nous n'avons jamais vu une telle chose. Il n'y a pas de vente. Nous sommes étonnés de ce qui se passe. C'est comme s'il n'y a pas rentrée scolaire. La plupart des gens, les clients n'achètent pas. Ils ne s'arrêtent que pour prendre connaissance du prix. Ensuite, ils s'en aillent. Ça ne fonctionne normalement pas. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait stabilisation du taux d'échange. Car nous achetons très cher, nous sommes donc obligés de vendre aussi cher. Puisqu'il faut préparer cette rentrée scolaire, la situation angoisse beaucoup les parents. Je suis parent, mère de 6 enfants. Nous ne savons pas par où commencer pour réaliser des bons préparatifs pour nos enfants. C'est très difficile. Récemment, le ministre en charge des Finances, Doudou Fwamba, a présidé une réunion de la Troïka politique axée sur la stabilisation économique, au cours de laquelle des décisions ont été prises pour maîtriser l'inflation et stabiliser les taux d'échange.
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rendu visite au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de son état de santé après son séjour médical en Belgique, mais aussi, surtout, pour parler de la situation économique de la République démocratique du Congo. Ils en ont profité pour faire le tour d'horizon et la situation dans la partie est de la République. Suivez. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici. En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à le représenter aux funérailles de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. La Caisse nationale de sécurité sociale a procédé à la clôture de la journée porte ouverte organisée par le directeur général de la CNSS, Charles Moudiaï Kazadi. C'était le 26 juillet 2024. Les détails dans ces reportages que vous propose la rédaction. C'était un moment merveilleux d'échange, de partage et d'apprentissage pour ces visiteurs aux journées portes ouvertes de la Caisse nationale de sécurité sociale, clôturée ce vendredi 26 juillet 2024. Pour certains employeurs, visiteurs qui ont plus ou moins 30 travailleurs, une petite formation sur les risques professionnels leur a été dispensée sur place. Un motif de fierté pour ces derniers qui n'ont pas manqué à saluer l'initiative du directeur général de la CNSS, Charles Moudiaï Kazadi. C'est une très bonne initiative. C'est une formation, formation sur l'état de tous les assujettis, afin qu'ils sachent quels sont
leurs droits et comment les réclamer. Qu'est-ce qui justifie la présence des stands à ces journées? Le président du comité directeur du Blaisac, qui n'est autre que M. Charles Moudiaï, le directeur général de la CNSS, a décidé effectivement que cette fois-ci, il fallait, en plus des informations concernant l'assujettissement, l'affiliation, les risques couverts au niveau de la CNSS, parler aussi de l'Association internationale de la sécurité sociale. L'objectif, c'est de faire connaître les missions de l'AISS. Et les missions de l'AISS, c'est de travailler pour l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale. Mais c'est de faire connaître aussi les outils que propose l'AISS pour justement améliorer la gestion des organismes de sécurité sociale, y compris la CNSS, en tant que membre du Blaisac. Et ces outils, c'est par exemple les lignes directrices. Sous la houlette du directeur général de la CNSS, M. Jean-Charles Moudiaï, qui a voulu assez que lors des journées portes ouvertes qui ont commencé hier, que les passants ou les visiteurs qui viendront visiter les stands ou avoir de plus amples informations sur la CNSS puissent bénéficier d'une couverture médicale en cas d'urgence. C'est-à-dire que s'il y a une situation d'urgence qui pourrait intervenir lors de ces assises, alors nous allons prendre en charge, lever l'urgence, que ce soit un agent de la CNSS ou que ce soit un visiteur, vous êtes tous couverts. Il faut rappeler tout de même que ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans les cadres de la redevabilité essentielle à une bonne administration de la sécurité sociale. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour économie, c'est les mardis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne des références Antenne. Au revoir.